Il est 8h18 sur iTélé. Je vous rappelle que la principale info de ce matin, c'est le Classico et la victoire du Paris Saint-Germain 3-2 hier soir sur la pelouse du stade Vélodrome, grâce notamment à Blaise Matuidi qui a fait un très grand match. Les supporters parisiens comblés. Un point d'avance pour le Paris Saint-Germain qui récupère sa place de leader. Un point d'avance sur Lyon et 5 d'avance sur l'OM qui a peut-être dit adieu au titre hier soir. Débrief complet dans quelques minutes à 8h30 avec Gilles Verdez et Stéphane Etcheverry. Florian Philippot est l'invité politique d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Y a-t-il suffisamment de mosquées en France ? Oui, je pense qu'il y en a suffisamment. Et j'ai entendu effectivement la proposition, la demande même de M. Boubacar. Le président du Conseil français du culte musulman. C'est ça, d'un doublement du nombre de mosquées en 2 ans. C'est-à-dire que 2200 mosquées en plus d'ici 2017. Ça veut quand même dire 3 mosquées par jour, une mosquée toutes les 8 heures. En plus, ce serait le plus grand chantier de France. Je crois que ça n'est pas du tout motivé par le besoin de mosquées. Je crois que c'est motivé par les règles internes du CFCM qu'il dirige, mises en place par Nicolas Sarkozy, qui fait que plus vous avez de mètres carrés de mosquées, parce que ça fonctionne au mètre carré, c'est comme ça, c'est idiot mais c'est comme ça, plus vous avez d'influence. Et on sait qu'il y a un jeu de pression et d'influence entre les pays étrangers qui financent les mosquées, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, etc., l'Arabie Saoudite. Non, au contraire, moi je pense qu'il faut maintenant décider, comme nous l'avions déjà demandé, un gel immédiat de la construction des mosquées, parce que s'il est vrai que toutes les mosquées ne sont pas des lieux de radicalisation, 100% des lieux de radicalisation sont des mosquées. Voilà. Et je crois qu'il faut maintenant vérifier tous les financements, notamment étrangers, de la part de pays qui financent l'islamisme, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Et avant qu'on y voit clair, on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème différentiel entre le nombre de musulmans en France, pratiquants, et le nombre de mosquées ? Ça, vous le reconnaissez ou pas ? On ne connaît pas le nombre de musulmans pratiquants en France. Et on sait le nombre. Alors, d'après ce qu'on sait, Boubacar dit 7 millions de musulmans. Il y a des chiffres qui disent entre 4 et 5 millions plus précisément. Savoir. Oui, mais enfin, ça fait quand même plusieurs millions de personnes. Ah oui, mais 7 millions ou 4 ou 5 millions, c'est pas pareil. Ça fait plusieurs millions de personnes. Vous pensez qu'il y a suffisamment ? Je vous repose la question. Oui, moi je pense qu'il y a, d'après ce qu'on sait par des exemples de terrain, il n'y a pas de problème de place dans les mosquées. Et encore une fois, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est engagé dans une lutte contre le djihadisme, que je ne confonds pas évidemment avec l'islam, mais il se trouve que chacun de nos compatriotes, y compris nos compatriotes musulmans, a intérêt à ce qu'on lutte enfin contre l'islamisme radical et le djihadisme. Or, on ne luttera pas si on ne lutte pas contre les lieux de radicalisation, si on ne renvoie pas chez eux les imams étrangers radicaux. Or, la plupart des imams en France sont étrangers, de nationalité étrangère. Et si on ne regarde pas les financements, parce que si on accepte de se faire financer par des pays qui financent au niveau international le djihadisme, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou d'autres, dans notre propre pays au niveau des mosquées, alors on n'engagera jamais cette lutte contre le djihadisme. Ou alors c'est ça la réalité, c'est que le gouvernement en réalité ne veut pas engager cette lutte contre l'islamisme. Tout cela, ce n'est que du vent, ce n'est que de la communication verbale, mais on ne fait rien de concret. Nous proposons une mesure extrêmement concrète parmi d'autres. Il en faudrait d'autres, notamment. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux ? Je veux dire, on en parle depuis des mois, mais on ne fait strictement rien. Vous embrayez directement sur le djihadisme, alors qu'on parle pas de ça. C'est pas le sujet. Oui, mais écoutez, excusez-moi, tout le monde sait aujourd'hui que dans les filières d'embrigadement du djihadisme, il y a souvent une mosquée, il y a souvent un imam radical, il y a souvent des prêches radicaux. Bon. Et voilà, donc on se donne les moyens de lutter ou pas ? On redonne des moyens à nos services de renseignement ou pas ? Et je crois Vous préférez les prières de rue, alors, du coup ? Non, mais on sait très bien que les prières de rue, c'est politico-religieux et que c'est pas motivé par un manque de place. C'est politico-religieux. C'est une volonté de se montrer. C'est une volonté de faire pression sur la République. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de... Je crois pas du tout, non, au contraire. Et la République, d'ailleurs, cède, elle recule, aussi bien sous les gouvernements, d'ailleurs, Sarkozy que Hollande. On n'a strictement rien fait. Alors moi, j'entendais ce matin à la radio des maires UMP qui disaient c'est très bien, il faut continuer, il faut faire le doublement du nombre de mosquées d'ici 2 ans. J'ai entendu M. Grosdidier qui disait ça, UMP en Moselle. Ben, je ne crois pas du tout. J'entends le Parti socialiste qui dit c'est très bien aussi. Je crois que ce sont des réflexes clientélistes. Non, l'ensemble de nos compatriotes, y compris musulmans, n'ont pas intérêt à ce qu'on laisse prospérer les lieux de radicalisation, à ce qu'on n'y voit pas plus clair. Nous demandons clairement une mission de l'État. Il y a 2 grandes inspections de l'État. L'inspection générale de l'administration, qui est liée au ministère de l'Intérieur, l'inspection générale des finances, qui est liée au ministère de l'économie et des finances. Eh bien, qu'elles enquêtent sur les sources de financement des mosquées. Une fois qu'on y verra plus clair, on verra ce qu'on pourra faire. Mais pour l'instant, il faut geler la création de nouvelles mosquées en France. Vous avez entendu probablement cette polémique autour d'une affiche dans le métro. La RATP a décidé de
censuré, il n'y a pas d'autre mot, hein, une affiche d'un concert du groupe Les Prêtres qui portait la mention au profit des chrétiens d'Orient. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je trouve cette affaire dingue. Enfin, quel est le problème d'inscrire le mot chrétien? En quoi l'inscription du mot chrétien d'Orient est-elle incompatible avec les principes de neutralité ou de laïcité qui ont été invoqués par la RATP? Je crois que la RATP s'est trompée. C'est à l'autorité de tutelle si elle persévère, parce que manifestement elle s'entête. Elle veut remplacer Chrétien d'Orient par œuvre d'Orient, mais c'est pas la même chose. Eh bien, il faut que l'autorité de tutelle, qui est l'État, le ministère des Transports, eh bien, intervienne pour forcer la RATP à faire cette campagne. Et puis, donc quand c'est des chrétiens, ça va, il n'y a pas de problème. Si c'était pour une autre association, ça poserait un problème ou pas? Non. Non, pour moi, ça ne me gênerait pas qu'on mette pour les yézidis, toutes les minorités massacrées, ou les alaouites s'ils sont menacés, etc. Je ne vois pas l'incompatibilité avec la laïcité ou la neutralité. Là, pour le coup, je ne vois pas du tout. Donc les chrétiens d'Orient, d'autant qu'on n'en parle pas beaucoup des chrétiens d'Orient, on commence un petit peu à en parler, mais on ne fait pas grand-chose pour eux. Et je trouve que la RATP, si elle est, on va dire, gentleman, eh bien, elle offrirait, pour se faire pardonner, une campagne gratuite en faveur des chrétiens d'Orient. Et ce serait la meilleure des choses qu'elle puisse faire là, maintenant, qu'elle le décide. Et tout le monde serait satisfait et ça pourrait clôturer cette polémique inutile. Le pape en a parlé hier. Hein, oui, il en a parlé. Dans son message, il a exhorté la communauté internationale à ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire en Syrie et en Irak. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Ce serait quoi la solution? Je pense qu'il faut commencer par déjà en parler et puis arrêter. Si vous voulez, on a dégoupillé la bombe du djihadisme. Lui, il parle de la furie djihadiste. Le pape évoque la furie djihadiste, c'est vrai. Comment? En ayant les meilleures relations du monde avec les pays qui les financent en sous-main, ou même clairement, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Or, la France et nos pays continuent d'avoir les meilleures relations de soumission vis-à-vis de ces deux pays, Qatar et Arabie Saoudite. Donc ça, c'est pas possible. Parce qu'on sait bien qu'au bout de la chaîne, ce sont les chrétiens d'Orient, notamment, pas que, mais les chrétiens d'Orient qui sont massacrés et qu'on y voit beaucoup plus clair dans cette région. On a fait n'importe quoi. Quand on est intervenu en Libye, Nicolas Sarkozy avec BHL, qu'on a voulu intervenir en Syrie, heureusement ça ne s'est pas fait sous François Hollande, eh bien on allait donner des armes et on a donné des armes et des financements à ceux qui massacrent aujourd'hui les chrétiens d'Orient. Je veux dire, ça c'est une politique étrangère complice, c'est une politique étrangère irresponsable. Il faut que la France rebatte complètement les cartes dans cette région et qu'elle se dise, il y a un ennemi qui est l'État islamique, il faut arrêter de combattre les ennemis des ennemis. Si on combat les ennemis de l'État islamique, alors on ne sera jamais performant. Florian Philippot, qu'y a-t-il de commun entre Jean-Marie Le Pen et vous? Beaucoup de choses. Le patriotisme, je pense déjà. L'amour de la France. Ouais. Dans une classe politique quand même qui a largué la France. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sa souveraineté, sa prospérité, son identité, sa liberté de peuple et de nation qui ne croit même plus que la France peut avoir un avenir. Maintenant, il y a des différences, évidemment. Non, je vous demande ce qu'il y a de commun. Parcours, C'était pas ma question. On n'a pas le même âge. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous? Vous m'avez répondu j'insiste. Le patriotisme, ok. Et quoi d'autre? C'est important, le patriotisme. Mais très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça se décline dans beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on se bat tous au Front National. La vérité, c'est que c'est tout, en fait. Non, mais attendez, ça veut dire qu'on Il n'y a que ça de commun. On se bat tous au Front National pour une France qui retrouve la maîtrise de son destin, qui puisse décider de sa politique économique, de pouvoir se réindustrialiser, qui puisse décider d'avoir des frontières économiques, migratoires, qui puisse décider de ne pas être soumis complètement à Bruxelles et à Berlin, à se mettre à genoux devant toutes les puissances étrangères et les puissances supranationales du monde. C'est pas rien, ça. Dans la classe politique française, on est les seuls à proposer un destin national à la France. Aujourd'hui, on a bien vu que Jean-Marie Le Pen avait à peu près tous les droits au Front National, y compris de réitérer sa phrase sur le détail des chambres. Vous n'avez pas tous les droits. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de dire « je souhaiterais que Jean-Marie Le Pen prenne sa retraite » pour parler... Non, mais moi, aimable. Oui, mais je n'ai pas envie d'avoir ce genre de propos. Je veux dire, on a tous les droits, on a aussi c'est aimable. De responsabilité. Dire qu'il prenne sa retraite, c'est plutôt aimable. Je ne vous ai pas dit des choses... Ça pourrait être plus désagréable, mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Je considère, si vous voulez, Marine Le Pen aujourd'hui, qui est présidente du Front. Présidente du Front National, c'est Marine Le Pen. Je crois que les Français ont fait la distinction.
Vous savez, on va rentrer dans une... Elle a pris ses responsabilités. Bien sûr, mais tout le monde l'a compris. Maintenant, elle a condamné ses propos. Le sujet, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, le sujet, c'est Jean-Marie Le Pen, mais il se trouve qu'il n'est plus aujourd'hui le dirigeant du Front National. Il n'est plus président du Front National. Donc, vous dites c'est un sujet, mais non, c'est pas vraiment un sujet. Il est président d'honneur du Front National. Donc, c'est encore un sujet. Il a dirigé 40 ans. Tant qu'il aura ce titre, ça sera un sujet, vous savez bien. Non, je ne crois pas, parce que vous savez, on ne part pas de rien. Les Français savent très bien qu'il a fondé le Front National, qu'il a eu d'ailleurs ce courage dans les années 80 de se battre contre l'immigration. Il s'est fait injurier pour cela. Aujourd'hui, on a bien vu qu'on aurait mieux fait de l'écouter à l'époque, mais ça, c'est un autre débat. Et il l'a dirigé pendant 40 ans. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce qu'il ait ce titre honorifique de président d'honneur? Mais la question qui se pose maintenant, peut-être que c'est la question de la PACA. C'est vrai que c'est le bureau politique qui en décidera. Et je crois qu'il y a possibilité qu'il y ait d'autres candidatures pour être tête de liste régionale en PACA. Et puis, vous savez, on va rentrer en pré-présidentielle, en pré-campagne présidentielle. Ouais. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'assurément, on va être dans une nouvelle étape de modernisation et de rénovation du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans les mois qui viennent, encore plus de rassemblement des patriotes, encore plus d'ouverture sur la société civile. On va bientôt lancer des initiatives dans le monde de la culture, dans le monde de la santé. Et Jean-Marie Le Pen sera toujours là. Il sera toujours là. Mais Jean-Marie Le Pen... Il sera toujours là pour ses dérapages. Oui, si on lui tend un micro pour qu'il dérape, peut-être qu'il dérapera, parce que si on lui pose 50 fois la même question et qu'on sait qu'il 49 fois il a fait la même réponse, il fera la même réponse la 50e fois. Ça, je veux dire aussi, ça c'est facile aussi. Mais Jean-Marie Le Pen, oui, je le regrette. Je regrette profondément qu'il soit rentré dans ce registre-là de la provocation et de la polémique, parce que je pense qu'il a d'autres choses à dire, vu son expérience, aux Français. Vous êtes numéro 2 du Front National. Il est président d'honneur du Front National. Ça vous arrive de vous parler ? Oui, ça nous arrive de nous parler, oui. Il y a des instances de démocratie interne comme ça. Oui, ça nous est arrivé. Figurez-vous qu'il m'a même déjà offert des discours du général de Gaulle, vous voyez. Donc on peut même trouver des terrains d'entente qui sont parfois surprenants. Je ne dis pas qu'il est gaulliste, je sais qu'il ne l'est pas. Mais n'empêche qu'on peut discuter. Moi, je suis gaulliste et je pense que honnêtement, on peut discuter de cette affaire-là, bien sûr que c'est désagréable et que c'est pénible et que ça fait perdre du temps. Non, c'est pas désagréable, c'est honteux, ça n'a rien à voir. Ces propos sont honteux, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Jean-Marie Le Pen lui-même n'est pas honteux. Voilà. Et moi, je me souviens du Jean-Marie Le Pen qui faisait campagne en 2014 pour les européennes. Il a fait une campagne impeccable, il a fait un score très bon dans sa grande région, plus de 28% des voix. Il sera encore président d'honneur du Front National en 2017 ? Je n'en sais rien, c'est une position statutaire. Si on voulait le modifier, il faudrait modifier les statuts du Front National et faire réunir une assemblée générale. Vous voyez ? Ça peut se faire, non ? Ça peut se faire comme oui ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas la question d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'une voix patriote dans la vie politique française ? Est-ce qu'on accepte de voir l'UMP et l'UMPS se partager le gâteau du pouvoir en France et continuer de voir le déclin de la France à cause de ces mouvements qui ne croient plus en la France ? Est-ce qu'on a encore besoin de la voix de Jean-Marie Le Pen dans le débat politique en France ? C'est la question qui vous passionne, mais moi, c'est pas celle-ci qui me passionne. Merci beaucoup. Celle qui me passionne, très honnêtement, c'est la voix du peuple français qui n'est plus entendue aujourd'hui. Merci Florian Philippot, merci d'avoir été notre invité en ce lundi matin. Tout de suite, le journal de 8h30 avec Amandine Bégaud.